Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre nouveau rendez-vous Les vraies voix du foot. L'incontournable émission du mercredi soir à 20h-21h sur Sud Radio où on vous parle vraiment de football. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire et de Farid Bouadla. Comment ça va mes garçons? Salut Mauricio, ça va bien. Pierrot il est un peu malade. Salut Farid, ouais, petite extinction de voix on va dire, mais tout va très bien, je suis très content d'être là. Bonsoir Farid, bonsoir tout le monde, bonsoir les invités. Ça va être encore une heure très sympa, tous ensemble. On comprend quand il parle. Et allez, ça y est, j'ai pas échappé. C'est vrai, t'as une petite voix Barry White presque. C'est un honneur pour Barry moi. Blanc, c'est la version française de Barry White. La voix est mise à rude épreuve en ce moment, mais ça va, je suis C'est la content version d'être là. française, c'est la voix qui s'est borrée, voilà, c'est pas Barry White. Alors, on a Marie à la réalisation qu'on vous présente, puisque Max est en période de repos. On est ensemble pour une heure et je vous annonce encore une émission exceptionnelle aujourd'hui. Restez bien à l'écoute jusqu'au bout, car on a avec nous, ici même, sur notre plateau, et pour notre plus grand bonheur, et celui de nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, on a, alors... Je vais vous donner le sommaire après, on va parler de foot, de sport féminin, comme le sport féminin était cette semaine en première ligne sur Sud Radio et des hommages de partout, c'est vraiment le thème de la semaine. Les femmes sont à l'honneur et enfin, j'ai envie de vous dire comme l'a dit Renaud, c'est pas d'un cerveau féminin qu'est sortie la bombe atomique et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Voilà, ça c'est pour la petite blague et le clin d'œil, le clin d'œil à mon pote Renaud. Voilà, donc nous avons sur ce plateau Madame Marianne Benrabia. Non. Mariama. Ça commence mal. Il a un gros problème avec les prénoms. C'est une catastrophe. Il retient bien les paroles de On Renaud. recommence. Voilà, alors je recommence. Nous avons sur ce plateau Madame Mariama Benrabia. Bravo. Bonsoir. Bonsoir Mariama. Je vais laisser Farid vous présenter. On a aussi Monsieur Pierre-Yves Bodino. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu es content d'être avec nous? Moi, Vous je êtes suis contents super tous les deux? content. Ah bah, très Vous avez été bien accueillis? Parfaitement. Et c'est l'eau, c'est offert, le café, c'est offert. Merci. On n'en demandait pas tant. Voilà. Je vais laisser Farid vous présenter un peu plus. Farid, tu nous dis deux mots sur nos invités. Bah écoute, aujourd'hui on va avoir deux personnes qui vont nous éclairer vraiment sur le sujet principal de l'émission, le football féminin. Et on a donc Mariama Benrabia qui a toute la légitimité pour parler de ce sujet de par son parcours, aussi bien de joueuse, parce que tu as été joueuse. Un petit peu. Un petit peu, mais t'as enfilé les crampons, t'as été sur un terrain, mais t'es aussi journaliste sportive. Et Tout tu à vas fait. jongler entre ces deux casquettes pour nous parler de ça. Et on a Pierre-Yves Bodino, qui lui est un acteur du développement du futsal. Du futsal. Ça, c'est du football féminin. Non, moi, je me trompe pas sur les prénoms, je me pratique sur. Je me gourre sur les pratiques. Mais voilà, t'es un acteur du développement du football féminin. Notamment au Paris Saint-Germain, t'as beaucoup évolué dans ce club-là et t'as beaucoup contribué à ce que cette pratique se développe. Oui, tout à fait. J'ai commencé en 2010 au Paris Saint-Germain et j'ai travaillé dans le foot des filles jusqu'à 2017. Puis ensuite, bien sûr, j'ai toujours suivi et on a toujours demandé mon avis par rapport au développement du foot féminin. Donc, je suis très fier d'avoir pu participer en fait au développement de ce sport. Voilà, donc Voilà, les présentations sont faites. J'enchaîne tout de suite avec les questions qu'on vous a posées sur nos réseaux Twitter, enfin X, l'application Sud Radio. Vous pouvez voter. Alors, la première question, on en a trois aujourd'hui. Selon vous, le football féminin a-t-il la place qu'il mérite? Première question. Deuxième, est-ce que le PSG va se qualifier ce soir? Et la troisième, à mi-parcours, êtes-vous convaincu par cette nouvelle formule Ligue des Champions? Voilà les trois thèmes. Là, vous avez de quoi voter. Pour l'instant, j'ai un pourcentage pour le Paris Saint-Germain de 57% qui disent oui. Donc voilà, c'est tout. Ouais, c'est un petit peu tristounet, mais bon, les gens ils vont se refaire, t'inquiète. Alors, est-ce qu'on passe ce petit jingle et après on prend tout de suite Bastien Aubert, notre partenaire de But Football Club? Restez bien avec nous, on revient tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors, est-ce qu'on a Bastien au téléphone? Mais je suis présent, les amis. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bastien. Bonsoir Bastien. Bastien, c'est le soleil de l'émission. Eh oui. Bastien, on est toujours content d'avoir Bastien de But Football Club. Alors, on commence par quoi, Bastien? Une petite page mercato?
Une petite page mercato parce que ça bouge pas mal effectivement aujourd'hui dans les gros clubs en plus, donc c'est plutôt intéressant. Ça m'intéresse beaucoup, vous le savez, je suis supporter de l'OM, donc ça bouge pas mal. Ça s'entend pas, on n'entend pas. Ils cherchent un attaquant, comme vous le savez, en avançant pour remplacer Eli Wahi. Et, ils sont très 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 chauds sur l'attaquant du Stade Rennais, Amine Gouiri. C'est un souhait très clair, personnel de l'entraîneur Roberto De Zerbi, donc c'est en discussion très ferme. Aujourd'hui, ça a été très 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 chaud. Ils veulent un prêt, ça va être compliqué à gérer, mais Gouiri a l'air d'être la piste numéro 1 en attaque pour l'OM, qui va se débarrasser potentiellement de Guillaume Brassier, qui est devenu un poids pour cette équipe. Ouais, ça n'a pas aidé. Hein. Ouais, c'est très compliqué. On a vu contre Nice, ouais. c'est très très compliqué. C'était une catastrophe. C'est pas la première fois. Et justement, il pourrait partir à Rennes aussi, donc il pourrait être inclus un petit peu dans le deal Gouiri, donc c'est plutôt intéressant. Donc ça pourrait partir là. D'accord, t'as parlé de l'OM, je fais un petit aparté parce que je voulais le faire dès le début et puis ça m'est sorti de la tête de vouloir à tout prix vous présenter nos invités. T'as parlé de l'OM, Nice, Marseille, les banderoles. Je vous le dis haut et fort, je déplore, je suis complètement malheureux de lire ces banderoles. J'ai mon soutien mais de cœur, mais si je pouvais faire quelque chose, je le ferais de plus, à part déplorer ça et crier haut et fort, pas dans nos stades. Le football, je suis un amoureux du football. Ma vie a été belle grâce au football. On doit tout au football. On est tous des passionnés. Et les banderoles qu'on a vues dans le stade, c'est complètement interdit. Il faut bannir ça. Il faut le crier. Il faut vraiment être solidaire là-dessus. Pas pas faire dans la demi-mesure. Le mec est pas venu. J'écoute les gars. Limite, ils arrivent avec la banderole. Il y en a un qui arrive avec la banderole dans la poche. On marche sur la tête. La banderole, elle fait 50 mètres. Personne n'était au courant. Faut arrêter. Alors, attention. On parle des mamans. Je finis, Pierrot. On parle des mamans, ça touche aux mamans là. Là, on est en train de toucher un truc qui est complètement. On est dans une dérive complète. Bientôt, on va insulter les gosses. Voilà. Donc c'est voilà, je vous l'ai à tout prix. C'est un espèce de coup de gueule, mais c'est surtout un cri du cœur. Stop, arrêtez ces conneries. Je marche 100 fois dans tes pas, évidemment. Faut dénoncer ce genre de truc. Là où t'as fait une petite erreur, et c'est là où c'est encore plus écœurant, c'est que les gens étaient au courant. La direction et le service juridique du club se sont montrés défavorables au contenu des banderoles et ont demandé aux représentants de la Populaire Sud de ne pas les exposer, ce que ce dernier a refusé. On apprend donc que le board de l'OGC Nice était au courant de cette banderole. Il n'a rien fait. Voilà, n'a rien fait d'autre que de dire aux représentants de la Populaire Sud de ne pas le faire, ce qu'il a évidemment pas respecté. Et voilà, et maintenant, je pense que ça passera limite outre. Enfin, si ça aurait peut-être eu un retentissement différent, si ça avait été au Parc des Princes, là c'est à Nice. Et c'est écœurant quoi qu'il arrive. C'est juste qu'encore pire. Le club était au courant de cette banderole. C'est encore pire. Voilà. Farid, tu voulais dire 2 mots parce que j'ai pas envie de faire 1 heure là-dessus parce que faut pas les mettre à l'honneur, mais au contraire. Je suis obligé. Enfin, je suis obligé. Je me sens pas obligé, mais je vais dans ton sens. Évidemment que quand on a des banderoles qui se montrent insultantes, quoi que ce soit, ça n'a rien à faire dans un stade. Maintenant. On est aussi face à des comportements qui sont presque endémiques du supporterisme. Ouais. On le trouvera malheureusement toujours. Et il faut bien se dire une chose. Moi, j'aime bien un petit peu la psychologie. Quand plus il y a de monde réuni, plus le QI global descend. Donc forcément, quand on est face à des populations qui sont vouées à se réunir, parfois on a ce genre de postures qui sont certes déplorables, mais je suis même à la limite de dire n'en faisons même pas écho. Si, parce qu'il faut. Oui, mais c'est fait pour ça, Mauricio. Ouais, c'est fait pour ça. Et aujourd'hui, par exemple, on en parle. Alors oui, c'est normal de dénoncer, mais je pense presque qu'à un moment donné, il faut occulter complètement ce genre de comportement. Tu serais plus pour l'indifférence, toi. Totalement. Oui, mais il y a un moment, non, on peut pas faire une émission de foot si d'un seul coup, ce qui touche à notre sport, je l'ai dit, le football, c'est aussi monstrueux, aussi violent. Est-ce que c'est pas leur objectif, justement, que de en faire parler, que de faire écho à ce genre de choses? Je pense que les gens qui nous écoutent, peut-être, vont aller regarder comme les mecs qui rentrent sur les terrain, banderoles et ainsi de suite. Il faut. Moi, je rajoute juste un petit mot, et si vous voulez donner votre avis, vous pouvez aussi, Pierre-Yves et Mariama. Juste un petit mot, je suis arbitre officiel, l'arbitre ne doit pas faire démarrer la rencontre. Je sais pas à quel moment ils ont retiré les banderoles, mais il doit pas faire démarrer la rencontre. J'ai été arbitre officiel à un pétard jeté sur un terrain, le match se joue pas. C'est comme ça, à un moment, on doit être strict. Voilà, moi qui suis quand même quelqu'un de très tolérant et très compréhensif, là-dessus, non. L'intégrité des joueurs n'était pas mise en danger. Non, mais là, tu vois une banderole comme ça, tu fais pas démarrer le match, tu l'enlèves. Et voilà, il n'y a pas d'écho. Mais qui a été capable d'aller jusque-là?
La personne. Ah, ça, oui, personne. Nous, en Italie, je termine là-dessus, en Italie, dans les on est stades, très exemplaires sur le sujet. Voilà, c'est carrément monstrueux. C'est oui, les Napolitains, quand on se déplace, c'est oui, le Vésuve, réveille-toi, brûle-les tous. Ils chantent des chansons, ils mettent des banderoles. Voilà. Donc on est dans cette dérive plus. On est en France là. Stop, faut arrêter tout de suite. Voilà. Mais on se dit que ça va être sanctionné par la suite, en fait. Les arbitres, c'est ce qu'ils se disent en tout cas. Ouais, alors on va pas jeter la pierre à l'arbitre, mais quand même, tu vois, à un moment, si t'es arbitre, tu vois ça, tu dois toi aussi dire, faut arrêter là, il y a quelque chose qui va pas, enfin, sonner l'alarme. Bastien, je t'ai coupé, on revient à toi, t'es toujours avec nous, excuse-moi, je t'ai coupé, j'avais vraiment ce... Non, mais tu as tout à fait raison. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je noterai juste que c'est pas la première fois, malheureusement, que ça arrive à Nice. Ce sont des supporters un petit peu énervés, il me semble. Il y a quelques années, on se rappelle d'une bouteille sur Dimitri Payet qui a fait un petit scandale. Et c'est pas leur coup d'essai, ils sont pas leur coup d'essai, malheureusement. À Nice, c'est pas des supporters que je porte trop dans mon corps, pour être tout à fait honnête. Donc, on va fermer la parenthèse. Allez, exactement. Ne sensibilisons pas tous les supporters de l'OGC Nice. Non plus. On est bien d'accord qu'on met pas tout le monde dans le même bateau, heureusement. Est-ce que tu as d'autres infos mercato concernant d'autres clubs? On parle j'entendais parler de Paris, il y a peut-être un départ à Paris, non? Ben écoute, pour la petite info, Paris recherche un défenseur central capable de jouer à droite aussi. Voilà. Et ils sont en galère parce qu'ils trouvent pas, c'est-à-dire qu'ils se prennent des stops par beaucoup de clubs qui veulent même pas leur répondre. C'est assez inouï sur le marché des transferts et qui veulent juste un petit peu déplacer le problème jusqu'à cet été. Donc, si Paris doit recruter un défenseur cet hiver, ça me semble très très compliqué parce qu'ils trouvent porte close à quasiment beaucoup de clubs. Donc, très compliqué. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux, on va terminer avec toi, on va te libérer. Est-ce que tu peux nous donner un pronostic, toi, en tant que supporter marseillais pour PSG ce soir? Est-ce que tu vas répondre au sondage sur l'application? Déjà, mon petit tonton, je suis obligé de faire mon mea culpa parce que j'avais un petit peu coulé les Parisiens la semaine dernière contre Manchester City. On a vu qu'ils m'avaient donné tort. Donc bravo à eux. Et donc aujourd'hui, je vais pas leur porter poids. J'espère qu'ils vont se qualifier parce que je suis quand même Parisien de souche. Non, d'adoption précisément. Ouais. Mais voilà, je vais leur souhaiter de se qualifier avec un petit 2 à Stuttgart, ça me semble honnête. Allez, on prend le 2. On prend la qualif de Paris. On va peut-être essuyer une courte pause et on va revenir avec nos invités. On est très 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 content de vous avoir avec nous. Restez bien sur les vraies voix du foot. On va aborder le football féminin avec déjà envie de dire 2 pointures. Voilà. Allez, à tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot, toujours avec Farid Bouadla, Pierre Grégoire, Marie à la réalisation, nos 2 invités extraordinaires, je vous l'ai annoncé, Pierre-Yves Bodino et Mariama Benrabia. T'as vu que je prononce bien? Bravo. Allez, J'applaudis. Voilà, on va ouvrir la page Ligue des Champions avec vous. Voilà, vous êtes à l'honneur, donne-nous ton pronostic, Pierre-Yves, sur Stuttgart PSG. Est-ce que ça va passer? Pendant ce temps-là, je regarde le résultat des gens du sondage. Oui, c'est sûr que ça va passer. Mais par rapport au score, je dirais que ça va être un match quand même assez accroché. En cas de match nul, les 2 sont qualifiés. Hein. Tout à fait. Mais ils vont pas jouer le match nul, le Paris Saint-Germain. Au moins une mi-temps. On va nous faire un mec de Allemagne-Autriche. À la 80e, ça va peut-être se calmer. Mais au moins pendant 80 minutes, les 2 équipes vont jouer le jeu. Ouais. Et s'il y a au bout de 80 minutes, c'est possible que ça se tasse. Mais je vais jouer quand même le 3-1 pour le PSG. D'accord, voilà quelqu'un de positif. Moi j'aime bien. Mariama, à toi, donne-nous ton. Moi je pense qu'ils vont se qualifier. Déjà. Ouais. Avec quel résultat? Je suis plus mitigée. Parce que le PSG est capable du pire comme du meilleur. Ouais. Mais avec un match nul, sachant que les 2 seront qualifiés, je pense qu'ils vont pas se mouiller après, au-delà. Ouais. Ni l'un ni l'autre, surtout si à la 80e, effectivement. Donc qualification, vous tous les 2, qualification de Paris. Oui. Plein d'ondes positives. Pierrot. Oui, qualification de Paris aussi. Supporter du PSG, hein, Pierrot. Ouais, bon. Grand suiveur. Stuttgart est 4e dans son championnat, mais ils sortent d'un piteuse défaite ce week-end à Mayence où ils n'ont rien montré. Je pense que là, ils vont être un petit peu omnibilés par l'enjeu. C'est vrai que les 2. Alors, il y a une possibilité que le PSG soit éliminé en cas de match nul, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait vraiment les vents contraires des matchs de City, de Benfica, du Sporting. Bon, a priori, ça devrait le faire quand même. Donc, je vois bien le PSG passer et assurer un 2-1. Moi, un je 2-1. dis simplement qu'il
qu'il faut jamais se fier au match qui précède un match de Ligue des Champions aussi. Donc, Alors Ouais, ça peut c'est parfois exactement présager quand même d'une forme, mais je suis d'accord, ce sont 2 matchs totalement indépendants, mais c'est pour situer aux auditeurs d'ailleurs, aussi le que match Stuttgart avant et le match d'après aussi. Oui, Voilà. bien sûr, City avait battu Ipswich avant de perdre au Parc des Princes, tout à fait. Ouais. Farid? Mariama nous l'a rappelé juste à l'instant, le Paris Saint-Germain est capable du meilleur comme du pire d'un match à l'autre, voire même dans un même match. Oui. On l'a vu On l'a contre vu. Manchester Ouais. City, La semaine dernière. un début calamiteux et une fin enfin voilà, ils sont quasiment en plus, ils méconnaissables. adorent réagir, donc être au pied du mur. Ouais, Ils sont excellents. souvent très bons quand ils sont dans une position d'outsider, quand Ouais. ils sont vraiment au pied du mur. Maintenant, c'est vrai que je pense que le Paris Saint-Germain a vraiment à cœur de confirmer l'empreinte qu'il a laissée en fin de match, cette remontada 2-0, 4-2 à la fin. Je les vois gagner 2-0. Malheureusement, ils jouent face à une équipe qui joue aussi sa tête. Hein. Ils sont fait. premiers non relégables. On parle maintenant de relégables dans la Ligue des Champions, Ouais. dans cette nouvelle formule. Très honnêtement, je pense qu'ils ont engrangé suffisamment de confiance en Ligue des Champions pour pouvoir aborder ce match-là assez, je ne veux pas dire tranquillement, parce qu'il ne faut pas qu'ils montrent trop de facilité, mais en tout cas avec beaucoup de hargne, comme ils l'ont montré en fin de match. Ouais. Et Gvara va jouer ce soir. Non, il Non. ne jouera toujours pas. Non. Il faudra attendre que le PSG soit qualifié pour la 2e phase, effectivement, pour D'accord. jouer. Il n'est pas qualifié. Il a montré des bonnes choses. Bon, même si encore une fois en championnat, en Ligue des Champions, c'est différent. Il a montré des bonnes choses contre Reims pour ses débuts. Mais non, il n'est pas qualifié ce soir. Nuno Mendes, c'est pas là ce soir non plus. Suite à son jaune contre City, il est le seul absent du groupe parisien ce soir. Et on va suivre ça en plus des clubs français, des autres clubs français Ouais, qu'on n'oublie pas. J'allais y venir. Voilà, Bilan ça. des clubs français. Mais il est fort, Pierre. Il est C'est dans vous, les c'est vous pensées. qui me donnez la force. C'est un Arrête petit- d'être modeste, prends le compliment, dis merci. C'est un plateau modeste, c'est Voilà. comme ça que tu vois Pierre-Yves, Voilà. le ton de Pierre-Yves, Mariama, tout est dans la simplicité. Alors, Ah, Pierrot, ben, on les oublie pas, surtout qu'ils sont devant le PSG au classement, En les autres plus. clubs français. Léger bémol, c'est que tous les matchs se jouent en même temps. J'avoue qu'on c'est un Ouais, beau 18 multiplex matchs. ce soir. Ceux qui seront devant la télé seront contents d'entendre la bonne vieille musique Canal+ du multiplex. Mais c'est vrai que voilà, Brest joue le Real Madrid quand même. C'est le match, l'un des matchs les plus euphorisants de leur histoire, on va Ouais, dire. Même ouais. si après, j'espère que tous les clubs français vont se qualifier. Voilà, juste petit bémol sur cette formule, le fait de pas avoir ces 2 soirs de gala. Mais voilà, les clubs français ça va le faire. Le mieux classé, c'est Monaco 10e, Lille 12e, Brest 13e. On espère que les vents vont être positifs pour les clubs français ce soir. ouais, Farid, tu es complètement d'accord avec ça? Forcément, honnêtement, je suis très content de ce qu'ont fait les clubs français et notamment Brest. Ouais. La grosse cruauté, et on l'a vécu avec Lens l'année dernière, où ils font un super beau parcours et finalement ils sortent. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, le parcours du Paris Saint-Germain qui était très besogneux, très difficile, ils vont réussir à se qualifier. Et j'ai l'impression que malgré tous ces exploits, Brest va vite passer à la trappe. Et c'est un petit peu dommage. Et c'est la cruauté de ce sport. Certes. Même si je leur souhaite d'aller jusqu'au bout et de nous faire une belle surprise. Ouais, bien sûr, moi, à condition qu'ils se maintiennent en Ligue 1, c'est pas encore fait, mais évidemment, mais à condition qu'ils se maintiennent, je pense que les supporters retiendront quand même que du kiff de cette saison. Évidemment, Et évidemment. au même titre que les supporters de Lille, d'ailleurs, d'avoir battu les 2 clubs de Madrid, entre autres. Voilà, je pense que c'est un peu pour ça qu'on vit des émotions, et cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, je trouve, a apporté ça. Vraiment, voilà, une multiplicité de matchs, il y en a un peu plus que dans les éditions d'avant. Et voilà, des émotions, c'est pour ça qu'on va au stade. Évidemment, alors sur la formule de la Ligue des Champions, moi je dirais qu'à la base, avec tous les algorithmes qu'ils ont étudiés, etc., je suis pas sûr que c'était fait pour les petits clubs. Ouais. Et finalement, Finalement, ça c'est s'avère les petits que- clubs qui sont là. Comme Voilà. quoi. Et les petits clubs français en plus. Donc on est fiers. Mais tu sais que cette formule, je dis juste un mot, cette formule nouvelle de Ligue des Champions, elle existe depuis très longtemps dans les championnats, dans les tournois U12 de Seine-et-Marne, où justement ils avaient vraiment adopté cette formule depuis pas mal de temps. Donc c'est marrant que presque le football amateur inspire le plus haut niveau. Ah bah oui. Oui, non, c'est vrai. Et en plus, la spécificité, pardon, je vais y arriver, c'est que cette année, il n'y a plus de clubs reversés en Ligue Europa aussi maintenant. C'est vraiment Ouais. Ligue des Champions ou rien. Et Ouais. avant, on pouvait encore se raccrocher à 2 journées de la fin. On dit, bon, allez, c'est bon, on va accrocher une 3e place, c'est toujours ça. Maintenant, c'est soit ça passe, soit ça casse. Bon, il y a le système de barrage, bien sûr, de la 9e à la 24e place. Mais il n'y a plus, depuis cette année, le système de reversement en Ligue Europa. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Je vous fais un petit point avant de donner la parole à Pierre-Yves. Attention, réfléchis bien à ce que tu vas répondre. je te fais un petit débriefing. Sur le sondage sur nos réseaux sociaux, le PSG, vous dites oui à 56%. La Ligue des Champions, êtes-vous convaincu par la nouvelle formule? 52% de non.
Ouais. Donc tout le monde n'est pas Ça- convaincu. Et est-ce que les filles, le sport féminin, voilà, le football féminin est à sa place, et à la place qu'il mérite? Vous dites oui à 59%. C'est pas moi, c'est le sondage. J'ai voté, je vous dirai pas. Mais pourquoi tu trouves ça négatif? Ben, un peu, parce que est-ce que le football féminin est à la place qu'il mérite? À 59%, vous dites oui, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il reste à cette place-là, alors que le foot féminin, il demande à évoluer. Il est quand même de plus en plus à l'honneur. Et, Ouais, mais pas assez. on peut aussi le voir de façon positive en se disant que le football féminin évolue et qu'il est de plus en plus mis en lumière et qu'il y a de plus en plus de volonté d'être mis en lumière et qu'il mérite d'être à cette place-là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il doit rester là où il est aujourd'hui. Mais toi, ça ne te choque pas qu'il y ait 59% des gens qui disent oui, il est à sa place? J'aurais voté oui. Ah bon? J'aurais voté oui dans le sens que je suis en train de t'expliquer, c'est-à-dire qu'il est mis à l'honneur. D'accord. Il est plus mis de côté ou le sondage, est-ce qu'il est à la place qu'il mérite? Donc à l'instant T, à l'instant T, oui. Pierre-Yves? Bah forcément non. Voilà. Forcément non. Pierre-Yves qui a coaché 7 ans, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. 7 ans les féminines du Paris Saint-Germain, c'est ça? Ouais, je me suis occupé notamment de la réserve et ensuite des plus jeunes et également de mettre en place en fait le centre de formation des filles à l'époque. Donc dans les années 2014-2015, donc il y a 10 ans, enfin 2013-2014 plutôt. Et donc, depuis ce temps-là, le football a vraiment évolué. Comme tu disais, Farid, il y a vraiment une évolution constante jusqu'à la Coupe du Monde. Puis après la Coupe du Monde, je trouve que déjà les faits étaient moins retentissants, même si le foot féminin était visible. Ouais. Mais l'équipe de France n'était plus visible dans les médias. Pour regarder un match de foot féminin, c'est très compliqué. Il faut avoir Canal+, faut savoir si c'est sur Direct 8, C8, France 4, on sait pas. C'est encore pire que... Enfin, c'est à peu près l'offre actuelle pour la Ligue 1, on va dire. Donc ils ont vraiment dilué l'offre. Et pour moi, en fait, il est de moins en moins visible ces derniers temps. Puisque moins le football masculin est visible, moins le football féminin est visible. Parce que l'un et l'autre vont de pair. Les droits télé ont fait qu'on a eu énormément d'argent pour structurer le foot féminin, mais c'est grâce aux garçons. Comme je disais à l'époque, c'est grâce à Zlatan, quand on était au Paris Saint-Germain, que le foot féminin se structure. C'est lui qui a mis en place le projet Paris Saint-Germain. Sans lui, on n'aurait pas mis en place le Paris Saint-Germain, puisqu'il a réalisé vraiment quelque chose de magistral. Et il a permis en fait au club de rêver plus fort, plus grand. Et les filles derrière ont pu se structurer grâce aux moyens accumulés, grâce à l'effet moteur du PSG et de ses stars naissantes. D'accord, c'est une info importante que tu nous donnes, Mariama. T'aurais répondu oui au sondage? Je répondrais. Ex-footballeuse, Mariama, je te balance ça. Non, j'aurais dit surtout que le foot féminin a la place que le public lui donne. Ouais. Et la place qu'on lui donne actuellement, c'est ça. Et puis, surtout, en fonction de ce que ça lui rapporte. Et si aujourd'hui le public n'est pas prêt à donner, forcément, le foot féminin ne recevra pas. Tout à fait. D'accord. Donc, à partir de là, forcément, c'est comme quand on rémunère les footballeurs, on dit oui, ils gagnent trop d'argent. Bah oui, mais ils gagnent ce qui permet de générer, en fait. Exactement. Et là, c'est la même chose dans le foot féminin. Donc, ce que ça génère, forcément, c'est ce qu'elle récupère. Voilà. Le ton est donné. Hein, on va encore une fois essuyer une courte... Essuyer une petite courte page de pub et on revient, on a plein de questions pour vous deux. Restez bien avec nous sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. De retour avec nous sur les vraies voix du foot, toujours avec Pierre Grégoire, Farid Bouadla. J'ai des collègues là-bas qui sont en train de me montrer un téléphone avec le logo de la Juve. C'est pas très gentil quand même, je travaille. On a deux invités, Pierre-Yves Bodino, Marie à la réalisation et Mariama Ben Rabia. Je m'applique. Comment il s'applique ça? J'ai envie de me faire jamais auto-articulé. Un orthophoniste. C'est si dur que ça.
Il était dit mort. orthopédiste. Non, je ne pas dire orthopédiste. Si, t'as dit orthopédiste. Eh ben, ça va être une invitation à aller regarder la vidéo sur tous nos réseaux. Voilà, Vous ça, avez dit un orthophoniste. Il est parti voir un orthophoniste. Allez, on enchaîne tout de suite. Alors, le sondage n'a pas bougé. Hein. Le PSG, vous dites toujours 56% oui. La Ligue des Champions, non à 52%, toujours pas convaincu. Et les filles, oui, à la place qu'elles méritent, c'est toujours 59%. On attaque tout de suite avec Pierre-Yves Bodino. Dis-nous, quelle est son évolution, on est dans le foot féminin, bien sûr, quelle est son évolution sur les 10 dernières années et quel avenir pour le football féminin? Et on donnera la parole après à Mariama. Ici, on manque de galanterie. C'est comme ça, voilà. Allez, Pierre-Yves. Sur les 10 dernières années, comme je le disais tout à l'heure, le foot féminin a considérablement évolué. On a structuré dans tous les clubs des sections féminines. La pratique s'est popularisée. Vraiment ou Paris, région parisienne? Tu parles de en Partout, général, hein, d'accord. partout, ouais. Je pense que voilà, au début, on en parlait avec Mariama hors antenne. C'était dans les années 2010, 2011 encore. Il y avait encore beaucoup de clichés par rapport à la pratique féminine. Les parents souhaitaient pas que leurs enfants, leurs filles aillent jouer au foot avec les garçons. On avait aussi beaucoup de préjugés sur les filles qui jouent au foot, etc. Et ensuite, avec la médiatisation, avec la préparation de la Coupe du Monde en 2019, il y a eu une accélération, il y a eu une médiatisation concernant les filles. Et puis avec la professionnalisation de certaines. La professionnalisation en 2012 du PSG qui a rejoint en fait les professionnels de Lyon aussi, qui avaient déjà commencé à professionnaliser. Et avant même ça, Montpellier, qui avait commencé quelque chose, puisque c'était les pionniers avec Louis Nicolin à l'époque. Voilà, du coup, ça a boosté le foot féminin territorial. Et derrière, en 2021, le PSG qui passe devant Lyon aussi, qui gagne un championnat, qui commence à rivaliser vraiment avec Lyon, ça a pu booster le foot féminin. Mais depuis, je trouve que ça s'estompe un petit peu. Et c'est un petit peu pour ça que je te disais tout à l'heure, Farid, que j'étais pas en phase avec toi, parce que justement, c'est de plus en plus invisible. Et il faut tirer la sonnette d'alarme, parce que même s'il y a une ligue professionnelle qui se monte, je trouve que à l'heure actuelle, on doit faire attention sur les conditions qu'on offre aux filles et aux spectateurs du foot féminin, parce que voilà, par rapport aux autres championnats, on est loin du compte. On a des stades qui se remplissent en Angleterre, en Espagne et en France. Le spectacle proposé n'est pas à la hauteur. Dans certains stades, les conditions, c'est pas digne du sport d'élite. D'accord. Après, si tu fais un bilan, justement, si on part un petit peu des années 2011-2012, où on est quasiment à 50 000 licenciés féminines, aujourd'hui, en 2024, on est à 200 000. Enfin, on frôle les 200 000. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai ce constat positif. Après, moins impliqué que toi, parce que toi, tu le vis de l'intérieur, et je pense qu'il y a le côté passionnel qui parle, et t'aimerais avoir plus et mieux. Mais moi, je trouve ça quand même. Enfin voilà, on 150 000 licenciés en plus. Il y a un engouement. Il y a la volonté des jeunes joueuses de vouloir lève la main. C'est pas tout à fait. Je suis d'accord aussi avec toi, parce que aussi le foot féminin, par rapport à d'autres disciplines féminines, prend beaucoup de place. Et c'est pas normal. Parce que oui, même on déplore aussi les conditions de certaines joueuses. Et c'est normal. On veut toujours plus. Parce que c'est des filles qui travaillent, qui sont professionnelles. Et si elles étaient des garçons, elles n'auraient pas les mêmes conditions, c'est sûr. Mais il y a des judokas, il y a des filles qui font de l'aviron, etc. Ou des filles qui ont leur heure de gloire juste pour les Jeux Olympiques. Alors que le foot est toujours plus populaire et prend quand même beaucoup de place dans le sport féminin. Moi, je pense surtout ce qui a amené à plus de licenciés dans le foot féminin, c'est avant tout de voir que certaines avaient de gros salaires.
C'est ça qui va amener les femmes Elles sont très peu, elles sont très peu. Elles sont très peu nombreuses, évidemment, mais en même temps, il y a très peu de divisions, ça peut aller très vite aussi. Ouais. Donc si on est bonne, très vite, on peut être remarqué. Le projet Mbappé chez les filles, quoi. Le projet mais forcément, Katoto. parce que moi, à mon époque, moi qui ai joué au foot justement, à mon époque, c'était pas du haut niveau. Enfin, il y avait du haut niveau, c'était à Juvisy uniquement. Il y a une belle évolution, comme a dit Toto. Il y a quand même pas professionnel du tout. Donc, toi, t'es positif pour l'avenir du foot féminin? Quel avenir? Limité quand même. Ouais. Je pense que ça peut évoluer un petit peu, mais pas tant que ça en fait. D'accord. Parce que pour l'instant, le public ne suit pas. Donc là, pour l'instant, on a atteint presque le prime de la visibilité. Il y a un plafond de verre, quoi. Donc, En fait, c'est pas le problème du public. Je pense que le public, si demain on diffuse sur France 3 ou France 2 le championnat, ça sera différent. Ouais. Si tous les samedis c'est accessible, qu'on popularise davantage, qu'on met en lumière certaines filles, et qui en plus ont des histoires, il y a vraiment quelque chose à faire. Et il y a de super exemples d'athlètes qui pourraient tirer encore vers le haut le sport. Moi, je suis pas aussi optimiste, parce que les retours qu'on a, parce que souvent c'est comparé au sport masculin et du coup au foot masculin. Et à partir de là, à partir du moment où on arrive à cette comparaison-là, forcément, c'est une erreur. Voilà. Tout à fait. Et il faut pas comparer. Voilà. Et c'est ce qui porte préjudice, en tout cas, au football féminin. Mais il y a quasiment, enfin, tu vois. Je pense qu'on sera d'accord sur le fait qu'il y a des sports qui sont connotés. Masculin, féminin, la gymnastique, le tirling ou quoi que ce soit, ce sera plus féminin que le football ou la boxe. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces sports-là ne peuvent pas être pratiqués par des filles. Maintenant, le foot féminin, là où je pense qu'il est capé, comme tu dis, d'un plafond de verre, c'est que c'est connoté masculin et que déjà dans l'offre football, on en parlait en antenne, on est déjà submergé par énormément de football. Et pour faire exister ce foot féminin dans cette marée de football qui est aujourd'hui, enfin voilà, on peut regarder du football tous les jours, de tous les continents, de tous les pays, de toutes les divisions, et faire exister de façon pérenne et consistante le football féminin. C'est un peu une utopie. Bien évidemment que si demain tu me dis que les matchs de foot féminin seront autant suivis que ceux des garçons, je serais d'accord avec toi. Mais entre la connotation très masculine du football et la submersion de tout ce football dont on est abreuvé tous les jours, je pense que ça relève un petit peu du rêve. Mais du coup, forcément, il y a cette comparaison. Voilà. Le football n'a pas de genre. Le football, c'est du football, pour que ce soit pratiqué par des filles ou des garçons, ça reste du football. Et en fait, c'est pas le football féminin, parce que on dirait que c'est une autre discipline. C'est le football des filles, pratiqué par des filles. C'est là aussi où on peut, déjà avoir des idées préconçues. Et ce qui est bien dommage, parce que en fait, et c'est là où on peut faire un parallèle avec cette soirée qui est quand même sur la Ligue des Champions très très importante. Luis Enrique est en train de nous éduquer. En fait, on venait au stade pour aller voir des joueurs. Maintenant, on va venir au stade pour voir le jeu du Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est par le jeu que les filles aussi vont se faire remarquer. Elles ont plus d'habilité justement à jouer court, parce que forcément elles sont peut-être moins puissantes. Elles trouvent des solutions par le jeu, et c'est demain, si des techniciens font en sorte que le jeu puisse être encore plus esthétique, peut-être que on pourra venir davantage vers le football. Ouais, mais surtout, les icônes. Des filles. Juste pour faire une petite aparté, les grandes icônes du football en général, qu'ils soient masculins ou féminins, sont masculins. Il y a quelques joueuses dont on commence un petit peu à parler au niveau international, malheureusement, et pour en avoir parlé avec beaucoup de jeunes joueuses, leurs idoles sont masculins. Ouais. Très souvent, ils admirent Mbappé, ils admirent Cristiano Ronaldo, et je pense que le foot féminin doit avoir ses propres icônes pour pouvoir justement réellement se développer. Si un jour on aura l'équivalent de Messi en féminine, je pense qu'il y aura plus de... Là où ça a évolué vraiment le football féminin, justement, sur les 10 dernières années, c'est qu'avant, comme tu disais, Mariama, c'était très compliqué de se projeter. Aujourd'hui, une fille peut
pensaient devenir professionnels. À l'époque, ça n'existait pas. Ouais. Donc ça, Et tu c'est dis à déjà l'époque, une c'est évolution incroyable. Rêver de Mais- devenir Ballon d'Or. mais, voilà. Mais maintenant, pour connaître aussi la réalité des choses, c'est très peu de filles qui peuvent accéder à un vrai niveau de vie. Et derrière, beaucoup de filles arrêtent et doivent déjà penser à leur reconversion très tôt. Donc c'est là où il faut penser à cet Pierre, accompagnement. vous voulez demander. Non, je suis déjà vraiment passionné par ce que j'entends. C'est vraiment super intéressant. Je rejoins pas mal de choses qui se sont dites, à commencer par le plafond de verre et aussi ce que dit Pierre-Yves d'un point de vue de la visibilité dans les médias. Peut-être que c'est en diffusant plus de matchs, effectivement, que les gens se diront ça joue bien, ça peut jouer fluide, ça peut faire des actions. Un engouement. Exactement. En termes de visibilité, alors c'est un exemple tout concret qui peut paraître bête pour certains, mais c'est par exemple l'intégration récente des filles dans la franchise FIFA, le fameux jeu vidéo. Alors, elles avaient été initiées en 2016 uniquement avec les équipes nationales, mais la D1 Arkema en France n'est apparue qu'en 2022 et 2023, c'était l'apparition là carrément dans le fameux mode FUT. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ce sont des cartes de joueurs qu'on peut acheter en ligne avec les icônes. On peut faire jouer une fille à FIFA avec Roberto Baggio, avec Pelé, avec Jairzinho. Enfin maintenant, c'est voilà, on Avec essaye Mariama. avec Mariama, bien sûr, toutes les légendes du foot. Effectivement, voilà, je pense qu'on essaye un peu de tirer des sortes de visibilité, de moyens de visibilité. Ça, j'ai pas les chiffres sur l'attrait auprès des jeunes qui jouent à FIFA, mais on essaye ce genre de choses et voilà, à voir si c'est vraiment efficace. Est-ce que vous avez essayé J'ai arrêté FIFA il y a quelques années. On voulait voir justement le niveau qu'on leur a donné. Voilà, c'est ça. T'as mis un pied dans le truc, il faut aller au bout, Pierrot. Eh ben, je jouerai en rentrant. Non, voilà, c'est juste sur les côtés. La FIFA essaie de rendre visible le truc, mais il y a sûrement d'autres moyens, à commencer par effectivement une pluralité de la visibilité. Farid aussi a parlé de la multiplicité des matchs pour les hommes. Ça aussi, je le rejoins totalement. C'est vrai, La FFF va sortir. On a parlé lors de la dernière émission d'une Ligue 3 professionnelle. Est-ce qu'ils priorisent vraiment les bons problèmes? Ça, j'en suis pas sûr. On pourrait refaire un sujet un jour et puis on pourrait poser la question, où est le plafond de verre? Où mettez-vous le plafond de verre? Farid, tu voulais enchaîner? Non, j'écoutais, mais voilà, je pense qu'il faut être optimiste en ce qui concerne justement la pérennisation de tout ce qui a déjà été fait pour l'évolution de la pratique. Et quand on regarde les chiffres, alors peut-être pas d'un point de vue économique, parce que tout à l'heure, tu le rappelais, l'économie, ça reste l'élément central pour pouvoir développer un vrai championnat, une visibilité. Malheureusement, quand on regarde d'un point de vue économique, quand on fait le cumul des recettes des 15 plus gros clubs mondiaux de foot, c'est 100 millions d'euros. Enfin, ou de dollars. Mais en tout cas, voilà, c'est rien du tout. On peut pas réellement espérer avoir un vrai modèle économique avec une capacité de développement. Et surtout que si on analyse bien les chiffres, le chiffre d'affaires de ces clubs-là, la part de droits télé, elle est vraiment infime par rapport. C'est surtout du marketing qui commence à bien marcher, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a encore des choses à faire. Jusqu'où vraiment le foot, je sais pas comment Il est sur un autre sujet. Il a envie de voir les femmes jouer au futsal. Non, mais tu sais pourquoi tu te trompes? Moi, je vais te dire pourquoi tu te trompes. Ouais, peut-être. Ouais. Le lapsus, il vient de leur simplicité, leur modestie. Sur ce plateau, on a eu Moustapha Othmani, voilà, qui est un tu crois que je fais joueur. une association? Ouais, Moustapha Othmani, c'est le même profil. Si vous connaissez le Moustapha Othmani qu'on a eu récemment, c'est la modestie, la simplicité. Je l'ai comparé à Zinedine Zidane, c'est pour vous dire. Voilà, c'est au-delà du fait que ça soit mon petit frère. Et vous rentrez complètement dans cette catégorie. Je crois que ce plateau respire la simplicité, le truc dynamique. Non, mais je pense que le lapsus, peut-être que je fais un espèce de lapsus révélateur. Parce que au niveau des instances, le foot féminin est quand même considéré comme le futsal, comme un sous-produit du football masculin, le football traditionnel à 11 sur gazon. Une pratique diversifiée. Voilà. Dans les pratiques diversifiées, et peut-être que ce lapsus vient du fond de ma pensée. On va y réfléchir pendant la pub. On a une dernière petite courte pause et on revient tout de suite sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot, avec toujours Pierre Grégoire, Farid Bouadla, Pierre-Yves
Bodino. Voilà, encore ça là-dessus. y est. Tu vois, moi, alors, j'ai peut-être dit orthopédiste, parce qu'il parle comme un pied. Mariama Benramia, je suis en transe là. Marie à la réalisation. Et on va rattaquer tout de suite sur le foot féminin. Pierre avait une question, je crois, pour Pierre-Yves. Pierre-Yves. Il y a trop de Pierre. Je rends le micro. Je crois que c'est ta dernière. Une question pour Pierre-Yves Bodino. Comme on vous l'avait rappelé tout à l'heure, je suis un grand suiveur du PSG et évidemment pas que depuis le Qatari, et heureusement d'ailleurs. Mais moi, ma question, c'est tout bête. Tu es au PSG, mais avant l'ère Qatari, c'est important de le rappeler. Et qu'est-ce qu'a apporté du coup QSI et l'arrivée de Leonardo en 2012 dans le développement en interne et ta prise de responsabilité au sein du PSG dans la section féminine? Alors, la prise de responsabilité, c'était sous le management de Farid Ben City à l'époque, qui a été débauché, enfin pas débauché, mais qui a été récupéré. Actuel sélectionneur de l'équipe d'Algérie, qui était anciennement à Lyon et qui a mis en place le projet lyonnais. Il était au FC Lyon, puis après il a développé l'Olympique lyonnais jusqu'à ce qu'ils arrivent en finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Okay. Et le PSG, c'est tourné vers lui pour mettre en place le projet de professionnalisation au Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment ce qu'a apporté QSI, c'est professionnaliser la section. Ça a posé déjà des problèmes aux filles, puisque beaucoup avaient peur de ça, ne souhaitaient pas forcément devenir professionnelles, elles avaient une vie à côté, etc. Elles ne savaient pas comment ça allait se passer, et puis au final... Au bout de 6 mois, elles ont compris qu'avec les conditions qu'on leur donnait, elles pouvaient enfin vivre leur pratique comme elles le souhaitaient. Ok, très intéressant. Comme quoi, le PSG QSI, c'est pas que Pastore, Zlatan Ibrahimovic, c'est aussi un travail de fond sur la section féminine. Et c'est important, c'est important. Ce qui a permis de mettre le PSG à la place où il est aujourd'hui, un vrai concurrent de Lyon en D1. Ouais. Farid ? Moi, j'avais une question pour Mariama. Parce que c'est vrai que c'est important quand même d'avoir à un moment donné aussi le point de vue d'une joueuse. Ta casquette de joueuse, quand tu as commencé à évoluer dans ce sport, comme je te l'ai dit, très connoté et en termes de population très masculine, finalement, comment est-ce que on le vit? Est-ce qu'on a tout de suite sa place ou est-ce qu'il faut avoir une légitimité? T'as vu le petit sourire là, tu vas morfler. Non, mais parce que moi j'ai vécu... Je suis une ancienne, hein. Donc du coup c'était une autre génération, une autre époque, surtout dans le foot féminin, c'est allé vite quand même. Mais à cette époque-là déjà, quand j'ai commencé très jeune, j'étais une gamine, hein, vraiment. Et forcément, l'idée que mes parents s'en faisaient, c'est que c'était évidemment un sport masculin et qu'en plus il n'y avait pas de club féminin. Donc pour jouer, il fallait jouer avec les garçons. Ouais. Donc on m'a pas laissé jouer avec les garçons, évidemment. On imagine le vestiaire mélanger filles, garçons, etc. Puis il y avait pas de filles qui jouaient en réalité, hein, très très peu. Donc forcément dans les clubs, il y en avait une, éventuellement 2 par club. Ouais. Et encore quand il y en avait 2, c'était énorme. Et du coup on a refusé de m'inscrire en club. Donc je jouais malgré tout tous les soirs avec les garçons en sortant de l'école. Dès que j'avais fini mes devoirs, je courais aller jouer au foot. Et puis avec les copains de mon grand frère, etc. Et alors, plus tard, je me suis inscrite. Il a fallu que je grandisse d'abord. pour que mes parents n'aient plus vraiment leur mot à dire là-dessus. Et quand j'ai voulu m'inscrire, évidemment, on m'avait proposé Juvisy avant le PSG aussi. Le Juvisy puis le PSG. Club. Mais oui, à l'époque, Juvisy, oui. Ouais, c'était le seul club d'ailleurs qui explosait au niveau féminin. Le PSG n'existait pas du tout, quasiment, mais il a commencé à exister par la suite. Et du coup, on m'avait proposé, mais c'était trop loin de chez moi. Ouais, compliqué. Et donc, comme en plus, c'était pas professionnel, il fallait faire un choix. Donc c'était soit ça, soit les études. Parce que s'il faut faire 1h30 de trajet, voire 2 heures parfois pour aller à l'entraînement 4 fois par semaine, et donc 4 heures aller-retour, comment on fait pour poursuivre ses études en fait? Ouais, compliqué. Donc c'est ce qui m'a amené du coup à jouer à un petit niveau à côté de la maison pour le plaisir, plus que réellement à un haut niveau. Ouais. T'as été confronté à ça, Pierre-Yves, des filles qui auraient pu avoir un avenir et puis la distance, le foot pas développé, des problèmes de ce genre-là, ou d'un seul coup des joueuses qui auraient pu faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait?
Ils sont Non, passés à côté d'une justement, carrière. il y avait encore une fille de Gennevilliers, pareil, ses parents. Là, tu balances carrément Mariama, ils d'où elle vient. Ouais, voilà, Je la connais peut-être. Hein. Voilà, parce que ses parents aussi avaient a priori. des réticences. Bon, aujourd'hui, elle est internationale marocaine, donc ça va. D'accord. Mais j'avais pas réussi à la recruter justement à l'époque. On s'est jamais croisés, donc bon, je parle d'elle, mais voilà, c'est une anecdote. Là, j'ai plus de problèmes par rapport aux filles qui arrêtent le foot, qui en fait ont commencé une carrière professionnelle, mais qui se rendent compte qu'en fait c'est pas si professionnel, parce qu'en fait quand on évolue entre le 10e et le 16e club, on va dire en France, c'est pas facile de joindre encore les deux bouts, de gagner un contrat à la fin de l'année, etc. Donc c'est plus ça qui me chagrine en fait, c'est ces filles-là qui. C'est des sacrifices qu'on fait dans sa vie en fait. Oui, c'est ça. Il y a des choix à faire et si l'avenir, si l'avenir est pas prometteur, si toutes les conditions sont pas réunies. C'est pour ça que je me suis orientée vers le journalisme sportif. Voilà. Il fallait choisir. Mais finalement, pour essayer de conserver quand même sa passion. Mais c'est vrai que si on transpose avec le football masculin, bien sûr, ou les conditions du sport masculin, c'est sûr que voilà, être dans le 15e club français, en tant que garçon, on vit très bien. Ouais. Alors que chez les filles, financier, on voulait venir sur le côté financier, le côté média et financier. Mais justement, sur ce devoir de légitimité, de pouvoir exister en tant que joueuse dans le foot, est-ce que dans le journalisme, parce que souvent, à une certaine époque, parler de foot avec une fille, c'était pas dans les habitudes, dans les us et coutumes. Est-ce que dans le journalisme, tu as besoin aussi de montrer ta légitimité pour pouvoir exister? On a toujours besoin de faire plus ses preuves que les hommes, forcément. Moi, on m'a fait des tests à de nombreuses reprises qu'on n'a pas fait aux mecs. Ouais. On m'a fait plusieurs tests avant de comprendre que j'étais réellement passionnée. Ouais. Que tu connais le foot, ouais. tu sais de quoi tu parles. Après, je dirais qu'à une autre époque, c'était encore plus le cas. Il y a quelques années, si on remonte un peu, un peu moins, mais quand même. Ouais. Mais quand même, on veut toujours s'assurer que la fille n'est pas là par... il y a toujours des inégalités. Mais il y a toujours aussi une autre inégalité aussi, c'est que finalement, aujourd'hui, je vois que le problème aussi s'inverse. C'est-à-dire que les femmes, on en veut. Pas trop non plus. Mais on en veut, pas trop non plus. Mais il faut surtout pas qu'elles aient trop de connaissances dans le football. Ouais. Parce que ça gêne. Ça pose problème. Il faut pas qu'elles fassent de l'ombre aux garçons quand même. Donc, il faut pas qu'elles aient trop de connaissances, ou alors il faut qu'elles soient consultantes. Donc, ancienne joueuse. Dans le regard d'un machiste, c'est un macho, il aime pas se faire doubler en voiture par une fille, il aime pas discuter football avec une fille. Enfin, voilà, c'est un regard très machiste des choses. Finalement, le machisme existe toujours dans le milieu, mais un peu différemment. Ouais. Moi, je vous fais un coq à l'âne, mais je voulais à tout prix avoir l'avis de Pierre-Yves, qui a été coach et tout pendant des années. Je reviens au côté technique. Comment tu gères un vestiaire féminin? Moi, j'ai fait plein de catégories, on en parlait un peu en off, et je veux vraiment avoir ton avis. Comment tu gères un vestiaire? Les filles, elles ont une sensibilité, c'est pas péjoratif ce que je dis, elles ont une sensibilité qu'on n'a pas, et avoir quel comportement, comment tu gères, un garçon, tu peux lui rentrer un peu dedans, et 10 minutes après, c'est oublié, tu vois, tu passes à autre chose. Les filles, c'est plus fragile. Oui, tout à fait, ouais. Comme tu dis, elles ont une sensibilité spécifique, elles sont aussi beaucoup plus à l'écoute, elles veulent davantage comprendre. Donc il faut peser ses mots, faut bien faire attention. Beaucoup de pédagogie. Comme je dis souvent, voilà, c'est un peu comme avec sa femme, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que sinon elle nous reprend. Est-ce que tu insinues que 8 ans après, elle te ressort un truc que tu dis exactement, ça peut arriver, exactement. Mais c'est parce qu'elles font vraiment attention aux détails aussi. Voilà, donc c'est sûr que les garçons écoutent. Mais on a l'impression que voilà, on peut leur dire des choses, on peut leur rentrer dedans, et eux en fait ils vont revenir, mais plus tard, sur les détails. Alors que les filles, elles, avant de commencer déjà, faut bien qu'elles comprennent, faut bien qu'on leur explique en détail.
parce que voilà, Elles entendent veulent être guidées un peu plus que les enfants, que les garçons. Elles ont moins de prise d'initiative au départ. Elles trop les blesser. entendent ce qu'on dit pas. Faut pas trop les blesser. Elles sont moins créatives, mais par contre après, une fois qu'elles ont les billes, etc., là on peut avoir d'énormes surprises que j'ai jamais eues avec les garçons. Dans les vestiaires. Ça, c'est important, c'est important. Ouais. Farid. Tout à l'heure, tu nous as pas sous-entendu, mais tu as commencé à nous parler de quelque chose qui m'intéresse, je pense qui intéresse beaucoup de monde qui nous écoute et sur ce plateau, c'est Zlatan. Tout à l'heure, tu as dit que Zlatan a beaucoup fait, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Zlatan, en fait, il a porté le projet du PSG, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, Zlatan, sans lui... Au départ, le PSG, son projet ne peut pas exister, en fait. S'il ne met pas tous les buts, s'il ne popularise pas le club comme il a pu le faire, derrière, il n'y a pas toute l'arrivée des sponsors, de l'argent, et donc le développement de la section féminine. C'est lui qui porte le projet du PSG au départ. D'accord, parce que je pensais qu'il aurait peut-être plus un peu... Et par rapport aux filles, il a été tout de suite investi, et tout de suite aussi, il s'est impliqué. C'était quelque chose qui lui tenait aussi à cœur, même si c'est un gros macho, mais il a jamais... était contre la pratique, bien au macho, bien au mais contraire. pas misogyne. Exactement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as pris de vitesse, j'allais dire macho, mais pas misogyne. Et j'allais te poser une autre question. Est-ce qu'il est macho? Est-ce que c'est encore une fois un personnage qui joue? Est-ce qu'il est réellement... Parce que c'est exactement ce que j'allais dire. C'est incroyable. Moi, je le connais pas, mais oui, je pense que c'est quand même un personnage qui joue. Après, il a un charisme, il a une masculinité, une virilité il en joue. Énorme en plus. Donc oui, forcément, il en joue. D'accord. Oui. Pierrot. Non, c'était très intéressant comme question. Effectivement, en fait, tu nous expliques que Zlatan, il a limite presque malgré lui contribué à ça en mettant chaque saison 30 buts, quoi. Oui, je pense que en fait, plus le club se développe via les garçons, plus la section féminine se développe. C'est pas la stratégie au départ de développer les filles. Je pense qu'on aurait pu même gagner la Ligue des Champions depuis très longtemps via les filles, et on aurait dû moi c'était mon souhait, gagner avec le PSG la Ligue des Champions chez les garçons et les filles avant le Barça. Malheureusement le Barça qui était un petit peu en retard par rapport à notre projet de développement de la section féminine a largement rattrapé le retard et nous est passé devant. Et qui place le Ballon d'Or depuis quelques années, Ballon d'Or féminin, c'est une joueuse du Barça, je crois. Oui, c'est surtout en fait le meilleur club du monde pour moi, parce que chez les filles et les garçons, ils dominent le football mondial. Moi, j'allais dire simplement, je pense aussi que la réussite de la section féminine lyonnaise a tiré vers le haut le PSG. Oui, aussi le fait que Lyon se développe derrière, ça a été un moteur pour le PSG, mais je pense que le PSG aurait pu financièrement déjà attirer des joueuses, peut-être mettre en place un projet encore plus puissant et plus stable à l'heure actuelle pour passer devant Lyon, tout simplement. Ils avaient la possibilité de le faire, et malheureusement... Farid, rapidement, il a pris du retard. Ouais, Farid, dernière question. C'est vrai que Louis Nicolin a été un peu l'instigateur, le détonateur de cette démarche. Jean-Michel Aulas a été celui qui a fait vraiment exister le foot féminin sur la scène européenne, enfin en tout cas le foot féminin français sur la scène européenne. Et aussi, on l'a pas vraiment abordé, c'est que la grande nouveauté de ces dernières années dans le foot féminin, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des centres de formation, des joueuses qui ont le même cursus de formation. On n'a plus cette disparité, une disparité, puis un cursus un peu aléatoire, des joueuses qui finissaient dans des grands clubs sans avoir fait de centre de formation. Aujourd'hui, un garçon et une fille peuvent avoir le même cursus de formation. Alors, il y a toujours eu des centres de formation, enfin, depuis assez longtemps, puisqu'il y avait l'INF Clairefontaine, il y avait des pôles aussi fédéraux. Mais c'est vrai que les clubs n'étaient pas structurés, donc à partir du moment où le PSG Lyon commençait à former leurs joueuses, tous les clubs ont pris le pli. C'est Montpellier d'ailleurs qui a vraiment commencé dans la formation, mais quand le PSG a accéléré, toutes les écuries s'y sont mises, et la fédération aussi a poussé. Aujourd'hui, depuis 2 ans, les clubs ont la possibilité d'homologuer leur centre de formation.
Ils ont tous un centre de formation, on va dire, mais ils ne sont pas tous homologués. Il n'y a que 6 clubs actuellement qui ont un centre de formation homologué, comme les centres de formation des garçons. D'accord. On va malheureusement être obligé de nous quitter parce qu'on est toujours, je le dis toutes les semaines, limité par le temps. On vous remercie de toutes ces infos. On a passé vraiment un bon moment. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci tonton Mauricio. Voilà, on est très content de vous avoir eu sur le plateau. Vous êtes deux belles rencontres. On en fait toutes les semaines, mais là vous êtes vraiment deux belles rencontres. Marie m'a prévenu qu'on doit terminer. Je vous donne juste le résultat du sondage. Donc le PSG va se qualifier à 56%. La Ligue des Champions pas convaincu à 55%. Et le foot féminin est-il à sa place? 59% ont dit oui. Je voulais vraiment terminer cette émission. Récemment, on avait mon pote Gilou qui est venu nous donner de la force dans le studio et il n'est pas très en forme en ce moment. Donc voilà, on voulait lui envoyer toutes nos bonnes ondes et lui faire un gros bisou. Voilà, on t'embrasse fort. Gilou, on embrasse tout le monde. Merci. Voilà. Merci d'être venu et on vous donne rendez-vous. Vous avez demain un But Football Club à 20h avec Lionel Rousseau, Michel Moulin, Karim Zerebi, Jimmy Algerino, Benjamin Danet, voilà, de But Football Club. Vous aurez mardi Philippe David avec Guy Carlier et Emmanuel Galasso. Et nous, on se revoit mercredi prochain, 20h, 21h. Merci d'être venu. Merci à tous les auditeurs. À bientôt.